lutte contre les terrorismes, la confusion devient totale. Le peuple du monde ne comprenne plus ce qui se passe avec les grandes puissances. Les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba que nous recevons sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie, les grandes puissances, on ne comprend plus. Avec ce qui arrive en Afghanistan, les gens s'arrachent le sommeil au peuple du monde. Finalement, c'est quoi? Ce qui se passe en Afghanistan est symbolique et significatif par rapport à ce que vivent le peuple du monde. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit que les grandes puissances orientent la marche du monde. Parfois c'est faux, parfois c'est vrai. C'est souvent vrai lorsque ces grandes puissances s'équipent avec des matériels militaires. Autrefois, c'était des chars, des régiments. Aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies, les satellites. Mais il y a une donne qui dépasse souvent les grandes puissances. C'est la réalité de la vie. Ça veut dire quoi? Le peuple, les opprimés. Je vous donne quelques exemples. Lorsque Saddam Hussein était en guerre contre l'Iran, dans les années 80, les Américains, les Occidentaux, Jacques Chirac en personne est arrivé à Bagdad, a fait même venir Saddam Hussein à Paris pour équiper Saddam Hussein avec l'arsenal militaire, avec des avions de combat, soi-disant pour attaquer l'Iran avec Khomeini qui venait de chasser le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran qui était le président chassé par les Iraniens parce que ce président qui était devenu dictateur, eh bien, opprimait son peuple, était à la merci et à la solde des États-Unis. Et donc on a équipé Saddam Hussein pour attaquer, rappelez-vous ce qu'on appelait la guerre Iran-Irak dans les années 80. Beaucoup de morts, beaucoup de destruction. Mais le Saddam Hussein, le même Saddam Hussein, dans les années 90, c'est-à-dire 10 ans plus tard, avec tout l'arsenal que les Américains et les Occidentaux avaient mis à sa disposition, il s'est senti requinqué. Et là aussi, il a eu envie d'annexer Koweït, qui est en réalité une province. Avec des velléités expansionnistes. Oui. Mais les États-Unis, qui étaient aux encablures, notamment en Arabie Saoudite, ont attaqué ce même Saddam Hussein, avec les Occidentaux naturellement, les Français, les Européens, les Anglais. Tempête du désert, rappelez-vous. La crise du Golfe. On a décimé toute la civilisation irakienne. On a cassé les monuments, les sites historiques, jusqu'à aller débusquer Saddam Hussein caché dans un trou, sorti de là, barbu, et on l'a pendu. Et on a seulement donné la corde aux Irakiens qui l'ont pendu sous les caméras, et ça en était fini avec Saddam Hussein. Mais on a investi l'Irak pendant longtemps, aujourd'hui plus de 10 ans. L'Irak n'est jamais arrivé en paix. Mais on ne parle pas de son pétrole. Mais le pétrole, lui, est extrait. Rappelez-vous, avec Kofi Annan, pétrole contre nourriture, avec son fils. Tout le pétrole irakien part tank entier, alimenter les usines en Occident, etc. Mais le peuple irakien, lui, décimé, le peuple irakien avec des destructions des sites, n'a jamais retrouvé ni la démocratie, ni la paix. La même situation s'est prévalue au Vietnam. Les États-Unis ont dit, voilà, nous on va en finir avec ces Vietnam communistes. On a déployé tout l'arsenal militaire au Vietnam. On a dit la Chine est derrière, donc il faut vaincre la Chine et vaincre surtout l'Union soviétique. Et les États-Unis ont quitté le Vietnam dans les années 70, comme qui dirait, à la va-vite. On a même oublié certains appareils là-bas, même certains militaires américains qui ont été échangés il n'y a pas longtemps.
C'est ce qui vient de se produire en Afghanistan. En Afghanistan, il y a eu pendant 20 ans les déploiements matériels, les déploiements des troupes, les déploiements de tout l'arsenal, on va dire, militaro-industriel occidental. Plus de 100 milliards de dollars de dépensés, plus de 100 milliards, les Européens, les Américains. Les talibans qu'on avait chassés en début des années 2000, certains se sont réfugiés au Pakistan, mais les mêmes talibans étaient autrefois alimentés par les États-Unis lorsque les mêmes Afghans combattaient les Russes. Et on a dit que Oussama Ben Laden, qui était chassé du Soudan, était parti se réfugier là-bas en Afghanistan, dans les montagnes, qu'il fallait l'aller débusquer là-bas. Et on a fini par tuer un vrai ou un faux Oussama Ben Laden, on ne le sait pas, mais d'aucuns disent que c'était un faux qu'on a dit qu'on a tué au Pakistan. Aujourd'hui, les Afghans sont abandonnés. Le président Biden qu'on voit ici, voilà le fameux taliban. Ces Afghans sont abandonnés, pourquoi? Parce que la donne a changé. Je vous ai parlé au début que les grandes puissances, c'est l'arsenal militaire. Ce président des États-Unis, Biden, est venu succéder à Trump. Trump avait succédé à notre frère Obama. À l'américain Obama. Oui, enfin, il y a un peu du sang du Kenya. Mais les trois présidents avaient déjà décidé de quitter déjà l'Afghanistan. Biden a négocié avec les talibans pour le permettre d'évacuer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Ils ont signé cet accord à l'extérieur de l'Afghanistan. Ils sont venus négocier avec les talibans. Comment on peut remettre au pouvoir par la violence ceux qu'on avait chassés et après négocier avec eux, parce que la grande puissance, la superpuissance ne négocie pas avec les terroristes. Comment cela est-il devenu possible? L'affirmation est fausse. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a le prise d'otages, il y a toujours des négociations. Il y a souvent paiement des rançons. Mais officiellement, on ne les dit pas. Ce sont les services des renseignements qui négocient avec le preneur d'otages, qui donne d'ailleurs, qui paie des rançons. Ça se fait ici en Afrique, ça se fait au Moyen-Orient, au Liban, partout. Ça ne s'est toujours pas passé comme ça. Ces négociations. Et on ne les dit pas officiellement parce que ce qui est dit officiellement, ce n'est pas ce qui s'est fait en douce. Ici, en Afghanistan, les dessous des cartes, c'est quoi? Derrière les talibans, il y a qui? Il y a l'Iran, parce que l'Afghanistan est aux frontières avec l'Iran. Il y a les Russes qui veulent aussi montrer leur puissance militaire aux États-Unis, surtout aux pays occidentaux. Il y a la Chine, parce que la Chine aussi est non loin de là. Et comme la technologie, combinée des Chinois, des Russes, avec les côtés aguerris des Iraniens, ont pris les dessus. Des grands mathématiciens. Oui, ont pris les dessus sur la superpuissance américaine. On a connu la même situation que la Syrie. Aujourd'hui, on ne parle pas de la Syrie, mais la Syrie est restée en ruine. On a rasé des villes entières en Syrie, avec des gens qui sont morts, qui sont restés morts. Toute la civilisation en Syrie a été décimée. On ne parle plus de la Syrie. Mais ce qui était visé en Syrie, c'était quoi? Le pétrole syrien. En Afghanistan, ici, ces talibans qu'on voit qui paradent avec les Kalachnikov, en réalité, c'est le paravent. Le paravent de qui? Des Chinois, des Russes, des Iraniens, et même de certaines puissances sous-régionales. Il y a beaucoup de richesses en Afghanistan. Il n'y a pas seulement l'opium dont on parle, il y a plus le pétrole, le gaz. On parle de lithium également. Aussi le lithium, qui sert dans la fabrication de matériaux de grande précision. La leçon qu'on doit tirer de
ces débâcles, que ce soit en Afghanistan, en Syrie, mais surtout en Afghanistan, c'est qu'il ne faut pas compter souvent sur ces superpuissances. Parce que, en réalité, comme on dit chez nous, tant on oublie même les interprètes qui se sont mis au service des puissances occidentales et ont été abandonnés, comme ça a été le cas en Algérie. En Algérie, les Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française ont été abandonnés. On avait même exfiltré certains qu'on a amenés en France, ont été parqués dans des camps vers Lyon là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais recouvré tous leurs droits. Il faut compter sur ses propres forces, son propre peuple. Avant d'en arriver là, des contradictions, l'OTAN, l'Union européenne et même d'autres grandes puissances sont en train de condamner l'approche Biden en Afghanistan. Ils disent que c'est trop précipité. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de tout simplement endormir le monde alors qu'ils savent ce qu'ils ont fait? Ils savent ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que d'abord, l'Europe avait commencé à évacuer déjà l'Afghanistan. L'Europe avait refusé, et continue d'ailleurs de refuser, l'accès à son territoire de beaucoup d'Afghans, y compris les interprètes. Il suffit d'écouter ce que Macron a dit il y a quelques jours. Aujourd'hui, les quelques Afghans qui réussissent à quitter leur pays vont subir la même injustice que tous ceux qui avaient quitté leur pays, les Syriens, les Iraniens de l'époque, les boat people, vietnamiens. Ils vont être confrontés à l'administration pour leur séjour. Et qu'est-ce que... Et à un moment donné, il y aura des radicalisations parce qu'il va y avoir des bastions, des communautés qui vont se reconstruire en Occident. Et ce sont ces jeunes-là, issus de ces réfugiés, qui vont se radicaliser, qui vont commencer à commettre des bévues, qui vont parfois tuer, qui vont poser des bombes, parce qu'ils vont se rappeler les brimades et les souffrances de leur pays d'origine. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. D'accord, alors on avait un souci, mais c'est vite réglé, la source énergétique. Jean-Marie Kassamba, le décor est quand même inquiétant. On a d'un côté la Chine, la Russie et l'Iran qui reprennent la main en Afghanistan. Et les États-Unis qui quittent la queue entre les pattes, on peut le dire ainsi. C'est la vérité. La superpuissance. Oui. L'Europe apparemment est déboussolée, donc l'Union européenne. L'OTAN, bon, ce n'est pas une puissance en soi, c'est la coalition. Alors, quel est le non-dit de la plainte de l'Europe et derrière la décision de Biden? Maintenant, quand on quitte là-bas, c'est pour quel débouché? Parce qu'on a abandonné la Syrie, on a abandonné maintenant l'Afghanistan. On sait aussi que dans les Sahel, c'est déjà l'échec patent. Le Tchad a retiré ses troupes de la force contre le terrorisme dans le Sahel. Alors, au Mali, c'est la débandade encore. Et nous sommes
En fait, où allons-nous? Non, en réalité, l'Union soviétique des années 80, qui a été dépiécée par l'Occident, a reconfiguré sa force militaire. Aujourd'hui, c'est devenu une superpuissance. La Chine des années Mao, qui avait commencé la restructuration, aujourd'hui, avec Xi Jinping, a renforcé sa superpuissance militaire plus la superpuissance économique et financière, qui fait que les deux pays, c'est-à-dire la Russie de Poutine plus la Chine de Xi Jinping, sur le plan technologique, sont déjà en longueur d'avance par rapport à l'Occident. C'est ce qu'ils viennent de prouver. Ils l'ont prouvé, la Russie d'abord en Syrie, avec le soutien apporté sur le plan militaire au président syrien. Et on a fait déguerpir là-bas rapidement les États-Unis, et y compris l'Occident. Ils l'ont fait prouver d'abord du côté de la Russie, c'est-à-dire le pays en Ukraine. Lorsque l'Ukraine voulait faire la révolution vis-à-vis de la Russie, Poutine a commencé à descendre les avions en vol à plus de 38 000 pieds, et la crise ukrainienne a été stoppée. Aujourd'hui, c'est l'Afghanistan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même chez nous, ici en Afrique, c'est la même chose. Les États-Unis apportaient les soutiens aériens dans le Sahel, notamment au Mali, au Niger, au Tchad, aux forces européennes qui étaient déployées là-bas. Quand la Russie s'est invitée au Mali, c'est la première défaite, parce que le président malien qui a été déposé par les militaires, ces militaires ont fait leur formation en Russie. Et la même situation s'est produite ici en République centrafricaine. L'actuel président centrafricain bénéficie de l'apport de la Russie. C'est pour cela que le Tchad, après la mort d'Idriss Déby, le Tchad qui finançait, qui envoyait des troupes au front, oui, là, ça c'est le fils Massoud, hein, le Tchad qui a envoyé des troupes au Sahel, l'argent a diminué. La France a vu que c'était une opération sans fin, va retirer ses troupes parce que les États-Unis ont déjà diminué leur soutien aérien. Les islamistes vont prendre de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui étaient envoyés en Libye, qui ont éliminé Kadhafi, ce sont les mercenaires qui sont venus d'Afghanistan, qui sont venus de la Syrie, qui sont venus de l'Iran, plutôt de l'Irak. C'est eux qui ont renversé, qui ont tué Kadhafi, avec le renseignement occidental naturellement. Aujourd'hui, dans le Sahel, il y a plus de terroristes qu'avant. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, au Burkina Faso, avec tous ces attentats chaque jour. C'est ce qu'on voit aujourd'hui au Mali, avec des prises d'otages, etc. Et le risque pour nous, c'est quoi? C'est ça les dessous des cartes. On a envie de ramener vers l'Afrique centrale, notamment la République démocratique du Congo, la même déstabilisation. Parce que tout compte fait, nous, on n'a que nos troupes armées un peu retranchées vers l'est là-bas. Nord, sud Kivu, un peu dans le Maniema. Mais tout le reste du pays est un peu plus calme. Imaginez, les talibans, ou plutôt les Afghans, officiellement, ce sont des Afghans gentils qui fuient leur pays. Mais en réalité, ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qu'on a ramenés ici parce qu'ils étaient des supplétifs là-bas, on les a amenés de l'autre côté. Lorsqu'ils seront les supplétifs, parce qu'ils sont en Ouganda, des forces armées qui attaquent les djihadistes, ADF, etc., en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, il va y avoir des représailles. Des représailles, c'est la guerre asymétrique qui pourra s'inviter dans nos grandes villes. Et là, ça sera très dangereux. Ça serait très dangereux pour les grandes villes comme Kisangani, et comme Goma, comme Lubumbashi, et comme ça ne sera pas Beni, ça ne sera pas Ituri, ça va c'est diminué à l'intérieur des terres. Et c'est que nous devons anticiper. Pourquoi? Parce que j'entends toujours mes compatriotes, avec une certaine, naïveté, un peu une certaine nonchalance.
les grandes puissances sont à nos côtés, ils vont nous aider en cas de problème. Mais il n'y a jamais eu autant de déploiements des grandes puissances que ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan. Et donc, il faut être, on va dire, très prudent, assez réservé, regarder sur le tarmac de l'aéroport comment un avion est en train de partir avec du monde. Avec du monde, les C-130 là, qui sont en train de partir. Regardez comment des pauvres Afghans. Est-ce qu'ils vont monter à bord de cet avion? Ils vont les trouer? Ils vont faire comment? La décision de Biden, est-ce qu'elle ne peut pas, ce n'est pas une décision qui peut énerver quelques Américains, oui, du moins dans les sphères des décisions, dans les sphères qui concoctent des plans, par exemple? Non, parce que, rappelez-vous, Mohamed Ali était contre la guerre au Vietnam. Beaucoup des leaders aux États-Unis à l'époque, rappelez-vous même Martin Luther King, etc., tous des pacifistes, étaient contre la guerre au Vietnam. Mais ça n'a pas empêché cette guerre d'avoir lieu, ça n'a pas empêché autant de morts. Chaque guerre que les États-Unis mènent à travers le monde, il y a beaucoup de pacifistes, beaucoup de gens qui ne veulent pas ou qui ne veulent pas de cette guerre. Mais les guerres se tiennent toujours. Parce que les États-Unis, comme nation, se sont faites sur base de guerres et de conquêtes. Ceux qui ont habité les États-Unis avant, c'était des Indiens. Lorsque les Européens sont partis à la conquête ou à la découverte des États-Unis, eh bien, ils sont partis pour conquérir ces terres qui appartenaient à ces Indiens. Et l'histoire même des États-Unis est faite autour des conquêtes et des guerres. C'est pour ça qu'ils se sont militarisés. Ils ont développé leur industrie. Et pour garder les richesses, ils partent au-delà des océans pour conquérir, ramener des richesses et même, je dirais, des matières premières pour construire et renforcer la superpuissance américaine. Et donc, et souvent les Américains jouent solo. Mais à ce stade, les Américains semblent laisser à la traîne leurs alliés européens, surtout l'Union européenne. Mais on constate aussi que les États-Unis sont maintenant en pleine guerre commerciale contre ou avec la Chine. Et les matières premières sont la cible de ces puissances. La Chine a déjà le projet de la construction de sa station spatiale pour ne plus être contrôlée par les États-Unis. La Chine est arrivée sur la planète Mars et Poutine n'est pas un ange, ni encore moins les Chinois qui viennent en Afrique. Quelle attitude, nous, Africains, on doit adopter? D'ailleurs, la Chine et la Russie sont déjà indépendantes plutôt vis-à-vis des États-Unis et de l'Occident quant au contrôle de l'espace. Ils sont indépendants. La Chine a ses propres satellites, son propre Internet, son propre réseau. La Russie, par exemple, a développé des armes aujourd'hui qui volent plus bas et plus haut ou plus vite que la vitesse de l'air ou que la vitesse du son. C'est pour vous dire que la défaite en Syrie, la défaite aujourd'hui en Afghanistan, la défaite même au Mali ou en République centrafricaine, c'est parce qu'ils sont déjà en longueur d'avance. Les Chinois sont en longueur d'avance déjà sur le plan financier. Les Chinois ont endetté tous les pays, y compris les États-Unis. L'Occident dépend du pétrole et du gaz russe. L'Allemagne, écoutez, la dame qui va faire ses adieux, Angela Merkel, dans quelques jours, lorsqu'elle est partie en Russie, c'est qu'elle a dit à Poutine. L'Allemagne n'a jamais été, l'Allemagne n'a jamais été aussi dure contre la Russie parce que c'est le gazoduc qui va alimenter l'Allemagne provient de la Russie. Sur le plan énergétique, l'Allemagne a renoncé à l'énergie nucléaire et elle dépend à 100%, pour ne pas dire en grande partie, de la Russie. Et donc,
La guerre qui s'est faite sur le plan commercial, elle s'est faite avec des superpuissances déjà installées. La Russie a toutes les richesses, y compris les diamants, l'or et même le pétrole. Donc, le visage, vous avez été en Russie, les visages qu'on présente de la Russie ici chez nous, un peu partout, c'est faux. Ce n'est pas un pays du tiers-monde, c'est un pays extrêmement riche. Aujourd'hui, quelle attitude doit-on prendre? Parce que les gens, quand je parle comme ça, ils disent que non, ça ne nous concerne pas, c'est trop loin de cela. Aujourd'hui, pour permettre aux produits des Chines d'entrer chez nous, on a surtaxé les bateaux. Parce que ça passe par les chemins qui sont contrôlés par l'Occident. C'est pour ça que vous voyez qu'à un moment donné, les produits qui viennent de Chine ont diminué. Et certains vont augmenter de prix, notamment les produits de construction, etc. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a plus de Turcs qui nous approvisionnent aujourd'hui. Les costumes que vous avez certains produits de construction, ça vient de Turquie, parce que Turquie, c'est à côté, c'est l'Europe. Et les États-Unis et l'Occident sont en guerre très très musclée avec la Chine pour surtaxer. La Chine est en train de préparer une route parallèle, ce qu'on appelle les routes de la soie. Ces routes de la soie vont inonder, et comme ça avait déjà commencé il y a à peine 10 ans, le marché africain. Les dessous de ceci, ça veut dire nous devons avoir un comportement équilibré. Nous devons tirer notre épingle du jeu en collaborant avec les uns et les autres. Autrement, en ayant des contacts. Appliquer la politique plutôt ménager la chèvre et le chou. Oui. Mais dans tout ça, nous sortons diminués, oui. dépouillés, oui. appauvris, oui. parce que ni Washington, ni le Kremlin, encore moins Bruxelles, oui. ni Pékin, personne viendra un ange Gabriel ou ange gardien, ce sont tous des prédateurs. C'est ça le discours que nos diplomates, que nos stratèges, que ceux qui ont la signature doivent développer, sans heurter ni Poutine, ni Biden, moins encore Xi Jinping. Il faut seulement que nos diplomates aient une démarche capitalistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donnant, donnant, gagnant, gagnant. L'alignement, les yeux fermés, c'est ça qui nous appauvrit. Rappelez-vous, Mobutu, à un moment donné, il était devenu plus ou moins équilibré. Quand il disait ni à gauche, ni à droite. Mobutu le disait déjà. Ni pour les communistes, ni pour les capitalistes. C'est les intérêts d'Isaïe qui prévalaient. Non alignés. Oui, non alignés. C'est pour ça qu'il a fait son discours aux Nations Unies en 1974. C'est pour ça qu'il est parti voir Mao, le stade de martyrs que vous voyez ici, le pagode, etc. Mais c'était pour la consommation extérieure. Aussi. Mobutu était l'ami des Américains. Oui, d'accord. Mais à un moment donné, Mobutu aussi a joué leur équilibré des choses. Et on en a profité. Le palais du peuple dans lequel on fait beaucoup de bruit aujourd'hui, c'est le produit de la coopération avec la Chine. Mais Mobutu était derrière les Américains. Était le produit et surtout le rempart contre le communisme. Mais il avait ouvert déjà dans les années 70 la route de la Chine. Nous ne devons pas dire que Mobutu avait tort. Non, Mobutu n'avait pas tort. Mobutu avait compris qu'il faut tirer chez ces gens ce qu'on peut. Quand Mobutu se ferme de Belges, il a dit, au lieu de travailler avec les Belges, je travaille avec les Américains, qui sont les tuteurs. Et il a établi des relations avec les Américains. On a eu ce qu'on pouvait avoir. Mais il a vu que les Américains ne donnent pas du cash. Tout ce que les Américains ont donné à Mobutu, c'est Inga. Vous voyez Inga ici. Mobutu a emprunté l'argent auprès de la Banque mondiale. Les rescapés de la guerre du Vietnam, comme aujourd'hui rescapés de guerre d'Afghanistan, sont venus pour la construction de Inga. Tous les ingénieurs ici, y compris de la SNEL, vont vous expliquer que ceux qui ont fait Inga, ici Inga Shaba, ce sont les ingénieurs américains, mais principalement ce sont des mercenaires qui, en quittant après la défaite au Vietnam, qui sont venus travailler chez nous. Les Américains ont influé au niveau du Fonds monétaire pour qu'on donne ce prêt à Mobutu pour faire Inga Shaba. Mobutu avait compris aussi que l'alignement aveugle sur les Américains, ça allait nous boucher à un moment donné. C'est pour ça qu'il est parti voir la Chine. Nous sommes un pays géostratégique. Ceausescu à son temps. Oui, nous sommes un pays géostratégique avec un sous-sol et un sol très riche, extrêmement riche. On ne fait que de découvrir des minerais. Oui.
Alors, même des terres très rares. La politique du président Félix Antoine Tshisekedi de pouvoir d'être en collaboration stratégique, en partenariat stratégique avec Washington, mais tout en se refusant de frustrer, Moscou et Pékin, en allant dans les modifications de révision des contrats, vaille que vaille, est-ce que c'est une bonne approche? Moi, je pense que ce qu'a fait Félix Tshisekedi en arrivant, en s'ouvrant aux États-Unis, c'est pour ça que vous avez vu l'activisme de Mike Hammer, stratégiquement, c'était une bonne chose parce qu'on était stigmatisé par les États-Unis. Joseph Kabila avait un affrontement direct avec les Américains. C'est pour ça que le mouvement citoyen, tout ce qu'il y a eu comme campagne anti-RDC, etc., c'était plus frustrant. Et donc, il fallait décrisper. Stratégiquement, et avec Israël, et avec les États-Unis, Félix Tshisekedi avait fait un bon choix. Mais ce choix devait être accompagné d'une autre stratégie. Laquelle? D'optimiser avec les contrats que nous avons avec les Chinois, que Joseph Kabila avait réussi à avoir 9 milliards de dollars, diminué jusqu'à 6. On avait encore quelques sous qui sont encore là, dans les tuyaux, pour ne pas couper le cordon avec les Chinois ou dire aux Américains qu'on va faire renverser la présence chinoise chez nous. Donc il fallait discuter un peu avec beaucoup plus de tact à ce niveau-là, parce que les Chinois se sont aujourd'hui frustrés. Deuxièmement, ne pas compter à les yeux fermés sur l'Union européenne. La Belgique, concrètement, elle ne peut rien nous faire, sauf un peu de lobbying dans le comité international. La France... Mais ce qui crée des guerres en Afrique, c'est l'Union européenne. Oui. Le terrorisme auquel on fait face aujourd'hui. Nagui de Bosca était là en Libye. Mais c'est l'assassinat de Kadhafi avec les fameux Libyens qui sont venus pour... avec la démocratie à Tripoli. Oui. Mais tout est parti de là. Aujourd'hui, le Sahel s'embrase. Oui, toujours l'Union européenne. Nagui de Bosca a été accueilli en prince ou en roi à Tripoli. Oui. Aujourd'hui, nous avons les conséquences. Alors, avec comment faire... Bernard-Henri Lévy, qui était un peu le maître de tout ceci. Pour expliquer quoi? Il faut qu'on puisse redimensionner notre diplomatie aujourd'hui. Fabien Loubala. Redimensionner notre diplomatie, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on ait une proximité avec la SADC, qui est une puissance militaire, puissance économique, puissance d'influence. Il faut qu'on puisse avoir un discours clair avec nos amis chinois qui ont du cash. Les Chinois ont du cash. Et puis, il faut qu'on explique à nos amis américains. Ils sont prêts à comprendre que les intérêts de la République démocratique du Congo, c'est aussi le cash. Et il faut qu'on soit clair dans la présence de troupes étrangères chez nous. Parce qu'on risque d'avoir chez nous ce qui s'est passé à Kisangani. Mais qu'est-ce que les Chinois ont amené avec leur cash? En 20 ans ou moins de 20 ans, on a quelques routes, quelques immeubles. Jean-Marie Kassama, on se regarde dans les yeux. Ça a apporté quoi? Alors, les Chinois, pour ceux qui ne comprennent pas, ou qui ne peuvent pas comprendre, le cash a permis d'abord de rationaliser nos minéraux. Vous savez, les gens ne comprennent toujours pas que les Chinois ont pris moins de minéraux que d'investissements directs dans notre économie. La plupart des infrastructures qu'il y a chez nous, les ponts, les écoles, ce qu'il Félix Tshisekedi a trouvé par exemple, il y a des financements chinois derrière. La société Sengamine qui est mise en place, la RDC a plus de parts qu'à l'époque de eaux minières avec les Belges. Vous parlez de la société qui exploite à l'Amiba? Non. L'Amiba, ça c'est... Vous parlez de la GECAMINE? Il y a une société qui est mise en place, sinon congolaise. Sicomine. Sicomine, oui. Avec les Chinois. Le PCA de la GECAMINE dit souvent que pour une fois, le Congo se retrouve. Nous avons dans ces partenariats sino-congolais 3 milliards de dollars de disponibilité qu'on n'a pas encore utilisé jusque-là. Ce que veulent les autres, c'est que les Chinois déguerpissent de chez nous automatiquement, parce que la présence des Chinois chez nous, c'est le contrôle des matières stratégiques,
c'est en même temps le contrôle de ce qui va servir des transitions énergétiques demain. Et comment expliquer ce paradoxe? Vous êtes avec Freeport qui était à, Oui. comment on appelle, Tengue Fungurume, Tengue Fungurume, oui. les Américains. Oui. Mais comment ont-ils vendu aux Chinois toute leur part? C'est la notion du cash. Oui, toute leur part, même ici à Mwanda, tout a été vendu aux Français Oui. de Perinco. Oui. Chevron et autres, c'est réparti, je dis bien c'est réparti. Comment expliquer? Vous revenez pour freiner l'avancée de la Chine au Congo, alors que sur le terrain, vous vendez vos parts aux Chinois. Alors, et ils amènent ce cobalt chez eux et d'autres matières Et je vous stratégiques. explique, c'est Comment ça ce que expliquer nos ça? compatriotes doivent comprendre, c'est la notion du cash. Les Chinois ont du cash, les Américains ont besoin du cash. Dans le cas de Tengue Fungurume, qui était à l'époque autorisé par Joseph Kabila en son temps pour donner à nos amis américains, parce qu'ils disaient il y en a tout que pour les Chinois, etc. Les Américains ont récupéré Tengue Fungurume. Tengue Fungurume, c'est des montagnes de cobalt sur plusieurs kilomètres. Ils ont pris ces contrôles, enfin, ces mines, ils ont vendu pour un cash aux Chinois. Bon, ils ont gardé quelque part là-dedans, c'est que les gens ne disent pas, un peu d'une manière en ricochet. Mais en réalité, le cash a permis aux Américains de faire des spéculations au niveau international. La même chose pour Chevron qui avait le contrôle du pétrole un peu à Mwanda, un peu partout. Sur le plan international, ce qu'on appelle le marché financier, il n'y a pas de guerre. Je vous ai dit que les Chinois ont investi aux États-Unis et ont endetté suffisamment les États-Unis. Ils ont même acheté certains fonds souverains des Américains. Les Américains font un commerce avec les Chinois. Mais sur le terrain, ils utilisent les autochtones, nous. Ils nous font pression pour dire tel contrat, donnez plutôt à telle société. Telle autre, telle société. C'est ce que Mouzé a souffert lorsque Mouzé faisait son entrée ici. Il y avait des Canadiens, il y avait, etc. Et quand sont arrivés ici, les frères Boule et les autres, non, Mouzé, il faut respecter. Et il a été tué pour cela. Et Joseph Kabila a failli être tué pour le contrôle de certains contrats miniers. Aujourd'hui, notre président et certains des conseillers doivent l'aider à comprendre que ces grandes puissances, ils sont dans leur exploitation géostratégique. Ce ne sont pas les têtes des gens. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui les intéresse, c'est les contrats qui les intéressent. Sinon, Keïta au Mali ne serait pas parti parce que c'était l'homme des Français. Quand les Français ont vu le Russe débarquer, ils l'ont lâché. Comment ils se trahissent quand ils sont même dans leur club de franc-maçonnerie et autres, mais ils trahissent leurs frères encore avec des coups d'État. Comment tu fais? Keïta a tout servi, n'a fait que servir la France. Mais à Brazzaville, c'était la même chose. Sassou Nguesso, franc-maçon, Lissouba, franc-maçon. On a épargné juste la vie à Lissouba par le Gabon. Il est mort en France après avoir passé beaucoup de temps à Londres, en exil, etc. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, Pascal Lissouba. Mais ils étaient tous francs-maçons. Le fait d'être franc-maçon ne fait pas de vous un frère jusqu'au bout. Quand les intérêts occidentaux stratégiques sont en jeu, ils se bouffent. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Aux États-Unis, tous les présidents américains sont des francs-maçons. Tous les présidents, presque. En France, c'est quasi la même chose. Donc, être franc-maçon ne veut pas dire être frère jusqu'au bout. Quand les intérêts arrivent, eh bien, on sacrifie certains frères. Mais chez nous, on ne doit pas réfléchir comme ça. C'est parfois le mensonge qu'on distille un peu dans le milieu, ou certaines personnes un peu naïves. Voilà, pour être fort, il faut être franc-maçon, il faut être dans certaines loges, etc. Vous voyez, vous allez perdurer. Non, ce n'est pas du tout. Les intérêts du peuple, la souffrance du peuple, voilà ce qui est plus important. Parce que le peuple afghan aujourd'hui, ceux qui étaient avec eux, vous voyez sur le tarmac de l'aéroport, ceux qui étaient avec eux. Sans compter ceux qui sont restés dans les villages, dans les villes, qui n'ont pas la force de venir à l'aéroport. Voilà ces gens ici, ils pensaient que ces avions pouvaient les protéger.
Vous avez vu chez nous ici, lorsqu'il y a eu un balai un peu aérien de quelques minutes sur Kinshasa, etc., on a dit, voilà, les Angolais sont venus, ils vont faire la guerre à notre place. Faux. Si ces avions américains pouvaient faire la guerre pour protéger les Afghans, ils seraient restés. Pendant 20 ans, il y a eu des satellites au-dessus d'Afghanistan. Ça n'a pas empêché ce que vous êtes en train de voir. Ils sont en train de faire des pactages. Alors, si on comprend bien, on termine par là. Ceux qui font la guerre contre le terrorisme et les terroristes seraient en même temps ceux qui entretiennent le terrorisme et les terroristes. Les terroristes, ça se fabrique comment? En quelques lignes. Les terroristes sortent de l'énervement, de l'exaspération, de l'acharnement du maître d'hier. Je vous ai expliqué Saddam Hussein. Je vous ai expliqué même Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden était un type pro-occidental, formé, un intellectuel de la famille royale. Ce n'est pas un petit voyou. Saddam Hussein, c'était la même chose. Kadhafi même, qui a renversé le roi, c'était la même chose. Les terroristes se vengent contre leurs maîtres d'hier. Les terroristes qui sont au Moyen-Orient, ou plutôt aujourd'hui dans le Sahel, ce sont les mercenaires qu'on avait pris en Syrie, en Afghanistan, en Irak, pour renverser Kadhafi. L'arsenal libyen a servi à ces gens pour maintenant se disséminer dans le Sahel. Et ça, tous les spécialistes vont vous expliquer. Idriss Déby a mis ça au grand jour. Bien sûr. Et il a flanqué ça aux Français, au visage des Français. Oui. Et la leçon, il n'est plus. Mais bien sûr. Donc c'est pour vous dire que c'est pour ça que moi je perds pour mon pays. Parce qu'on fait venir ces Afghans ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est pour qu'ils viennent se réfugier. Mais ces gens-là, quand ils vont venir ici, il y a encore des musulmans qui sont chez nous. On va les accueillir. Enfin, ils sont en Ouganda à côté. L'Ouganda avec les Congos, c'est Nord Kivu, c'est pas loin. Et il y a aujourd'hui des mosquées partout un peu ici. Ces gens-là, ils prient. Ils prient. Quelqu'un me disait même au sein de la MONUSCO, il y a beaucoup des Indiens, etc. Et ces Indiens, lorsque vous les déployez là-bas à l'Est, parfois ils compactisent ou essaient d'avoir de la compassion avec les adeptes qui sont musulmans, etc. Et donc, il faut qu'on puisse anticiper sur ça. Nous avons fait le test pour ça, pour anticiper. Ceux qui fabriquent les terroristes, ce sont ceux qui les forment d'abord, qui les dotent des moyens logistiques, militaires, etc., comme Boko Haram au Nigeria, et qui commencent à dire, ces terroristes-là, il faut les attaquer. Maintenant, ils vont les attaquer. Comme les terroristes, ils sont déjà équipés, ils connaissent leurs méthodes, ils développent ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Et ça dure, cette guerre-là. On ne peut pas savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, parce que c'est une guerre qui n'a pas de front, qui n'a pas d'ennemis visibles. Et c'est ça qui déstabilise le pays. Lorsqu'un pays commence à avoir des bombes, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas avoir des projets, et ces grandes puissances vont rester chez eux, ils vont commencer à dire, zone rouge, pas la peine d'aller là-bas. Et c'est nous qui allons souffrir. Aujourd'hui, la Somalie est restée Somalie. Un lambeau. Mais il y a eu Restore Hope en son temps, en Somalie. Et donc, nos dirigeants doivent être extrêmement vigilants lorsqu'on fait de la coopération. C'est pour cela que, pour éviter ça, à l'aéroport d'Ndjili, parce qu'on a vécu comme ça à l'aéroport d'Ndjili en 1960, lorsque le Belge avait entêté nos compatriotes, on a commencé à attaquer les Belges ici à Kinshasa. Il y a des para-belges qui sont arrivés ici sans autorisation pour évacuer les Belges. Et il y a eu des scènes comme ça à l'aéroport d'Ndjili. À Lubumbashi, la même chose. Et donc, il faut qu'on évite ça. Voilà. Regardez, les Afghans en face, et on est en train de protéger le peu qu'on peut exfiltrer aujourd'hui d'Afghanistan. Et donc, les contradictions des grandes puissances, c'est entre le discours qu'on vient de nous dire, vous êtes nos partenaires, vous êtes nos amis, quoi qu'il arrive, on sera à vos côtés. Et le spectacle, c'est celui-là. Il faut prévenir. On le dit ainsi, ce n'est pas pour critiquer quiconque, c'est pour donner des conseils, pour expliquer ce qu'on appelle les dessous des cartes de ce qui se passe.
aujourd'hui, il y a trois grandes puissances qui se font la guerre. La Chine, la Russie et les États-Unis. Les États-Unis derrière eux, il y a l'Union européenne. Pourquoi? Le contrôle des matières premières, les contrôles géostratégiques. Il faut que nous ne soyons pas comme l'Afghanistan aujourd'hui. Eh bien, lorsque les éléphants se battent, eh bien, ils font des dégâts en dessous. Et nous ne devons pas servir voilà. Il y aura des C-130 comme ça qui vont venir chez nous pour évacuer, comme ça a été le cas pendant les élections de 2019 ici. Il y avait à Brazzaville des forces en attente. Il y avait à Libreville des forces en attente. Comme disait le ministre français des Affaires étrangères, qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé à Kinshasa. On s'attendait à l'hécatombe et Joseph Kabila a désamorcé l'hécatombe. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant et qu'on puisse prôner la paix. Cette affaire, et je vais chuter par là, d'élection, désignation de membres de la CENI, etc. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il doit rassembler, faire venir ces religieux, leur donner du temps, si c'est par eux que ça doit venir, pour qu'ils trouvent d'une manière consensuelle quelqu'un. Si les religieux jouent le jeu de l'Occident et des cercles, des prédateurs... Eh bien, il faut dénoncer. Nos médias aussi ne doivent pas être... Il faut dénoncer. Ouverts à ces pyromanes dans les discours qui préparent les chaos. Oui, y compris le tribalisme. Voilà. Parce que le Belge, à son temps, avait dit il faut séparer les Louba de l'Ouest et les Louba de l'Est. Ça a donné le premier génocide de 1860. Ils ont dit au Katanga, les Kassaïens qui sont venus chez vous, sont venus pour tout occuper, etc. Ça a donné le génocide de 93. Et ici à Kinshasa, on est en train de dire, depuis que les Kassaïens sont là, et c'est l'arrogance, etc., ça prépare un certain tribalisme. Ce sont des petits esprits qui disent ça. Et bon, voilà. Ça n'ira pas loin parce que ce pays surmonte toujours. Voilà Massoud, qui a été aussi assassiné par une caméra. C'est son fils aujourd'hui, Ahmad Massoud, qui est soutenu maintenant par l'Occident pour résister contre les Afghans, à Panchir là-bas, voilà, dans un petit coin. Et encore une fois, voilà, le fils Massoud, un jeune homme, il n'a même pas 30 ans, qui est aujourd'hui le symbole de la résistance dans les Panchir contre les talibans, mais ils vont l'écraser. Ils vont l'écraser au détriment de peuples qui sont écrasés là-bas, parce que la Chine, la Russie, c'est bien dommage. Bien dommage. Voilà. Et voilà, donc le Congo n'est pas l'Afghanistan, mais les analyses sont pertinentes. On dit mieux vaut prévenir que guérir. On dit aussi le juste voit le mal de loin, mais il se cache. C'est comme on est de Kibélé là. Voilà, ce pays est très stratégique, il nous est cher. On doit le protéger dans les discours, dans les actes. Et voilà, c'est pas l'apocalypse signé, mais c'est une prévention. Voilà l'importance de Tiesde, cette école stratégique, comment on appelle encore Collège des hautes études et de défense stratégique. Voilà. À très bientôt. Et demain, c'est notre jour avec vous. Merci Jean-Marie Kassan. Merci à vous. Au revoir.